Masechet Baba Batra, Daf Yud Gimel. On va commencer par Yud Bet Amud Bet, au troisième tiers de la page. Amar Rav Huna, Bere de Rav Yoshua, Pshita, Helek Bechor, Vehelek Pashut, Yahvinan le, Ahad Metzra, Yabam May. Concernant la loi de l'héritage, la Torah nous dit que le Bechor, l'aîné, reçoit une double part d'héritage. Imaginons un père qui a laissé à ses enfants 3 champs agricoles. 1, 2, 3. Et ils sont 2 frères, un Bechor et un Pashut. L'aîné est le fils classique. Le din est que le Bechor va prendre 2 champs et le classique recevra 1 champ. Mais la question est de savoir lesquels champs va prendre le Bechor et lequel va prendre le classique. Normalement, on aurait pu imaginer faire un goral, c'est-à-dire on a le champ 1, le champ 2, le champ 3. Le Bechor va prendre dans l'urne où on va écrire champ 1, champ 2, champ 3. On va mettre les 3 papiers dans l'urne. Le Bechor prend 2 papiers et le Pashut prend 1 papier. On ouvre les papiers. Le Bechor, il peut avoir soit 1 et 3, soit 1 et 2, soit 2 et 3. Et l'autre va avoir ce qui reste. Est-ce qu'on fait ça ou bien non? Est-ce qu'il faut obligatoirement donner au Bechor les 2 champs l'un à côté de l'autre? Est-ce qu'on peut lui donner 1 et 3 et le 2 sera au milieu? Le frère sera au milieu et le Bechor il aura un champ de chaque côté du frère. Est-ce que c'est arrangeant pour le Bechor d'avoir 2 champs séparés? Pas du tout. Parce que quand il apporte le matériel nécessaire pour labourer, le bœuf et la charrue, eh bien, il préfère faire d'un coup, d'un trait, l'ensemble du travail, du labour, de la semaille, de la moisson, plutôt que de s'investir dans 2 endroits différents. C'est beaucoup plus de travail de tout recommencer, ici et là. Alors, en effet, il y a là la notion, pas seulement d'Ina de Bar Mitzra parce qu'il n'avait pas de champ auparavant, mais la Torah elle-même nous impose de lui donner les 2 parts mitoyens, c'est-à-dire les 2 champs ensemble. 1, 2 ou 2, 3. Là, il peut faire le goral. De quel côté sera le 1? Mais obligé de lui donner les 2 ensemble. Alors Rashi explique pourquoi. Rashi dit que c'est parce que nous considérons que les 2 parts, c'est comme une seule part. Donc évidemment, si les 2 parts du Bechor sont considérées comme une seule part, donc c'est un seul champ qu'il faut lui donner. Mais Tosfot cite un enseignement qui figure dans le Daf Kuf Kaf Dalet de notre Gemara Baba Batra. La Gemara le déduit d'un pasuk. Pi shenaim, la tête lo, pi shenaim. On doit lui donner le double. Mekish helek bechora, le helek pashut. On compare la part du Bechor, la double part, ça veut dire qu'il y a 2 parts. Alors on compare le 2 à 1. C'est-à-dire qu'il reçoit le 1 et tout de suite à côté, il reçoit le 2. Tu ne peux pas l'envoyer au lointain. Tu es obligé de lui donner les 2 parts mitoyennes. Si je puis me prononcer à ce propos, selon Rashi, c'est parce que c'est considéré comme Helek Ehad, la part du Bechor
elle est plus grande que la part des autres, mais c'est une seule part. Mais d'après Tosfot, ce sont deux parts différentes, mais on déduit du pasouk Pi Shenaim, la tetlo Pi Shenaim, que Shenaim, on doit lui donner. Alors le deuxième, c'est comme le premier, et donc ça doit être l'un à côté de l'autre. Une part à côté de l'autre. C'est clair. La Gemara dit Pshita. Ça, c'est une chose évidente. Je répète. Amar Avuna Bere de Rabbi Yoshua. Pshita, c'est évident. Helek Bechor, Helek Pashut, Yahvi Namle, Ahad Metzra. Les deux chants que reçoit le Bechor, ce sera sur une seule frontière, un seul côté, et pas séparé. Mais maintenant, la Gemara va poser la question suivante. Yabam, Maï. Après qu'on ait appris cette halakha que Ravuna considère évidente, il va poser une question concernant le Yabam. Le Yiboum, c'est une mitzvah d'épouser la veuve de son frère qui est décédé s'il est mort sans laisser de progéniture. Le beau-frère qui va épouser la belle-sœur et qui va faire cette mitzvah de Yiboum s'appelle Yabam. La Torah lui donne le droit d'hériter de son frère, du défunt. C'est-à-dire que quand il va épouser la veuve, il va également hériter des biens de son frère qui est mort. Maintenant, la Torah appelle cela Bechor, c'est-à-dire que le frère qui va faire cette mitzvah de Yiboum, il aura, si jamais leur père, à tous les deux, est mort, il va avoir donc l'héritage, une double part d'héritage. Ça part à lui, naturellement, parce qu'il hérite de son père, mais aussi la part de son frère. C'est-à-dire ce que son frère aurait pu hériter du grand-père, du père, eh bien, lui, le Yabam l'aura. Alors maintenant, cet héritage-là a été qualifié dans la Torah de Bechor. Vehaya ha-Bechor, Asher Teled. Le mot Vehaya ha-Bechor, Chamim explique que lui, Vehaya ha-Bechor, le Yabam, il sera comme un Bechor. Asher Teled, auquel elle donnera naissance. Qu'est-ce qu'on apprend du mot ici, Asher Teled? C'est pour dire que la mitzvah de Yiboum ne peut avoir lieu que si potentiellement cette femme peut donner naissance à des enfants. Si cette femme est stérile, alors il n'y a pas de mitzvah de Yiboum, car l'objectif premier du Yiboum, c'est les hakim et bet achiv, c'est de pérenniser le foyer de son frère. Comment le pérenniser? C'est de faire en sorte que sa femme puisse avoir un enfant qui portera le nom du frère qui est décédé. Alors, puisque la Torah a qualifié le Yabam de Bechor, il aura une double part, sa part à lui, la sienne, en tant qu'héritier digne de son père, la part de son frère qui est décédé. Est-ce que là également, il y a l'obligation de lui donner les deux parts mitoyennes? C'est-à-dire que le champ qui vient du Yabam et le champ qui vient de son père, est-ce que ces deux champs, c'est comme si c'était un Bechor? On a déjà dit qu'un Bechor, il reçoit les deux champs dans le même endroit. On ne peut pas séparer les deux champs. On lui donnera le 1 et 2, ou le 2 et 3, mais on ne va pas lui donner le 1 et le 3 avec le 2 au milieu qui sépare. Est-ce que ce même din sera applicable au Yabam, puisqu'il a été qualifié de Bechor, ou pas? Ou pas? Ou bien on peut lui dire, monsieur, non, t'as un champ ici, t'as un champ ici, Goral, on fait comme pour tous les autres. C'est la question. Amar Abaye, hi, maïtama, Bechor, carrière, Hamana. Abaye dit, c'est exactement pareil.
le Yabam ou le Bechor, ils ont le même statut, puisque la Torah a qualifié le Yabam de Bechor. Alors comme tu admets que le Bechor recevra sa double part dans le même endroit, c'est inséparable, ainsi il en sera pour le Yabam. Ces deux parts d'héritage, celle qu'il a reçue de son père et celle qu'il a reçue du côté Yabam, ce sera dans le même endroit. Rava Amarkra, Vehaya ha-Bechor, Havayato ke-Bechor, Ve'en halukato ke-Bechor. Rava dit, non, pas du tout. La Torah, quand elle lui donne le statut de Bechor, Vehaya ha-Bechor, c'est pas qu'il est Holek ke-Bechor, c'est qu'il est comme Bechor. Il est considéré comme un Bechor qui reçoit une double part. Mais il ne recevra pas la double part comme un Bechor dans le même endroit. Là, ça peut être réparti différemment, car les autres peuvent lui dire, monsieur, si tu veux, tu payes. Nous, on ne te donnera pas ce droit d'avoir les deux champs côte à côte. Si tu veux les deux champs côte à côte, alors tu payes. Tu nous donnes de l'argent. C'est un service qu'on te rend. Tu payes pour ce service. Tu payes pas, on fait le goral. Donc d'après Abaye, il recevra côte à côte les deux champs, comme si c'était un Bechor. Pour Rava, non. Pourquoi ? Car le mot de la Torah, Vehaya ha-Bechor, il sera comme un Bechor, ça lui donne droit à une double part, mais ça reste deux parts séparées. La Gemara continue de traiter des sujets similaires, à savoir deux champs. Est-ce que, par exemple, deux frères qui ont hérité deux champs de leur père, mais il y en avait un des deux qui avait déjà un champ mitoyen, ce qui fait trois champs. 1, 2, 3. Vous connaissez la loi de Bar Metzra ? Vous savez qu'est-ce que c'est que Bar Metzra ? Le droit de préemption. Si par exemple, Réhouven avait un champ quelque part, Shimon, son voisin, voulait vendre le champ, eh bien, si Lévi vient dire à Shimon, vends-le-moi, et Réhouven dit à Shimon, moi aussi je veux te l'acheter, à qui le Shimon est obligé de vendre ? À Réhouven. Pourquoi ? C'est un droit de préemption. Eh bien maintenant, un peu dans le même ordre d'idées, si on a deux frères, dont l'un des deux avait déjà un champ qui était mitoyen des champs du père, le père est décédé, et il a laissé donc maintenant deux champs. Je vais les appeler 1, 2, 3. Réhouven et Shimon sont les deux fils de Yaakov. Yaakov est décédé, il a laissé deux champs comme héritage. Ces deux champs, ils étaient à côté du champ de Réhouven, son frère, son fils. Maintenant, Réhouven, on ne va pas parler de Bechor, on va dire qu'il y avait un premier Bechor, il s'appelait Issachar, il est mort. Maintenant, Réhouven et Shimon sont deux frères classiques. Chacun reçoit un seul champ. Mais Réhouven, il avait déjà un champ. Le champ 1 que Réhouven avait déjà acheté une fois à côté du champ 2 et 3 de son père. Le père est décédé, Réhouven et Shimon, chacun doit recevoir un champ. Soit le 2, soit le 3. Est-ce que maintenant, il faut faire un goral, ou bien Réhouven peut dire à Shimon, écoute, moi, je veux hériter de celui-ci qui est là. Alors maintenant, lisons. Est-ce que les deux champs sont de même qualité ? On va voir. Non, ils sont de même qualité, évidemment. Alors, car si... Alors, ils sont de même qualité. Il n'y a plus de problème, vous voulez dire quoi ? Réhouven, il prend celui qui est à côté, puis... Et si l'autre lui dit non ? Pourquoi il dit non ? Ça l'arrange. Il dit, pour une raison, peut-être que celui-là, il sera meilleur, peut-être.
Exactement. Il lui dit, viens, on va faire un goral. Alors, c'est pas des frères. On fait un goral. Bon, bref. Et dans l'héritage, Aou des avan ara, ametzra de benachier. S'il y avait quelqu'un qui avait acheté un champ à proximité des champs de son père. Le père est mort, qui kapalgou. Lorsque le moment du partage est arrivé, il leur a dit, Amar lehu, paligouli amitzrae. Il leur a demandé de bien vouloir lui accorder sa part à proximité de son champ. C'est-à-dire qu'il ne veut pas avoir un champ 1 et le champ 3. Il veut le champ 1 et 2. Est-ce que le frère est obligé, Shimon est obligé de donner à Réhouven le champ 1, le champ 2 qui est à côté du champ 1 ? Réponse oui, il est obligé. Pourquoi ? Amarabba kegonze kofin almidat sedom. C'est comme vous l'aviez dit justement tout à l'heure. Étant donné qu'il n'a rien à perdre, alors on l'oblige. Il ne peut pas, par principe, entraver la faveur de son frère. Il y a des gens qui sont égoïstes, ils n'ont rien à perdre, mais ils aiment mettre les épines dans les pieds et les bâtons dans les roues. Ils adorent ça. Ah, ça t'embête. Je n'attendais que cela de t'embêter. Il y a des gens comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens caractériels. Les gens caractériels, il y en a pas mal dans la planète. Eh bien, est-ce que c'est acceptable, cet esprit tordu du frère qui lui dit non, je ne veux pas te donner le champ 2 à côté de ton champ 1. On va faire le goral. Et si ça tombe très bien, ça tombe pas, eh bien tant pis pour toi. Il ne peut pas faire ça. Kofin almidat sedom. On l'oblige. Pourquoi on l'oblige ? Parce que ça, c'est un comportement de Sodome. Des gens de Sodome et Gomorrhe. Là-bas, c'était des gens cruels, qui ne supportaient pas le bien. Eh bien, ça s'appelle Zenehene Vezelo Haser. Celui-ci profite et l'autre n'a rien à perdre. Est-ce que tu as à perdre ? Non. Alors laisse-moi profiter. Les gens de Sédom, ils ne supportaient pas que quelqu'un profite, même s'il n'avait rien à perdre. Chez nous, juifs, on ne permet pas ça. Zenehene vezelo haser. Même si juridiquement, a priori, il n'a pas de droit. Il n'a pas un droit juridique. Mais il y a la moralité juive. L'esprit de moralité de la Torah, c'est de faire du bien. Si tu n'as rien à perdre, tu n'as aucune raison d'empêcher l'autre de profiter. Laisse-le profiter. Et un bon cœur, et un bon regard, et un regard bienveillant sur l'autre. Ça te fait mal qu'il profite, et qu'est-ce que tu as à perdre ? Zenehene vezelo haser. Alors tu dois lui céder. Lui concéder d'emblée le champ numéro 2 qui est à côté de celui qu'il avait déjà à proximité. Matkif la Rabbi Yosef amrele ahe ma'alin le iluya kenirse de bar merion. La Gemara dit, c'est pas vrai. Les frères pourraient lui dire que ce champ-là, tu dis que ça me change rien. À l'autre, tu dis qu'est-ce que tu as à perdre ? C'est pas vrai. Il a peut-être à perdre. Pourquoi ? Parce que ils peuvent lui dire, le frère ou les frères peuvent dire, ce champ-là, qui est à proximité du tien, peut-être qu'il est bien meilleur. Peut-être qu'il est comme Nirsé des Bar Merion. Bar Merion, c'est un grand richard, un homme qui était célèbre pour sa richesse. Et il avait des biens
de très haut niveau, de très haut de gamme. Alors, ses frères, ils peuvent dire, peut-être que ce champ-là, c'est un champ qui est meilleur que le nôtre. Alors Rachid dit, comment un champ il peut être meilleur? Rachid dit que ça doit être certainement Mistabra Hade Rav Yosef Besade Betabbaal Sheicholim Lomar Pe'amim Shezo Midbarechet Ishar Sadot. C'est-à-dire, il y a deux sortes de champs agricoles. Il y a Sade Betashlachin et il y a Sade Betabbaal. Que veut dire Sade Betashlachin? C'est le champ qui est arrosé artificiellement. Et Sade Betabbaal, c'est le champ qui est arrosé naturellement. Naturellement, c'est-à-dire que l'eau de pluie lui suffit. Mais il y a des champs qui sont tellement secs que l'eau de pluie ne suffit pas. Il faut rajouter de l'eau d'arrosage artificiel, c'est-à-dire qu'il faut aller puiser, arroser. Alors, quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a un terrain qui est plus fertile que l'autre? C'est lorsqu'il s'agit de Sadeh Betabbaal. Parce que si c'est un Sadeh qui bet Ashlachin, de toutes les façons, il faut l'arroser artificiellement, il n'y a pas de différence entre celui-ci et celui-là. Mais si on parle de Sadeh Betabbaal, alors on pourrait avoir un champ qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'arrosage supplémentaire. Et vous avez un champ à côté que vous voyez qui se déshydrate et qui a besoin d'arrosage artificiel. C'est pour cela que cette svara de Rav Yosef. Rav Yosef dit non, il ne peut pas leur imposer le partage de cette manière, car il se peut qu'au fil du temps, il va s'avérer que le champ qu'il a reçu, lui, à proximité du sien, est béni par rapport aux autres qui n'ont pas cette bénédiction. C'est-à-dire que les autres, à un moment donné, ils ne seront plus aussi fertiles que celui-là. Alors lui, il a eu de la chance, il a été favorisé. Il n'y a pas de raison que ce soit au détriment des autres. Alors on fait le goral. Mais pas que tu le reçoives d'emblée de facto parce que tu as un champ à côté. Car c'est peut-être au détriment des autres. Mais il cheta, qu'est Rav Yosef. Incroyable. La Gemara dit que la halacha, elle est comme a dit Rav Yosef. On n'est pas obligé de lui accorder ce champ là-bas à côté de chez lui. Il faut faire le goral et la chance qu'aura chacun en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour lui. Toujours à propos du même sujet, l'héritage de champs agricoles. Tre araata atre nagare. Amar Abba kegonze kofin al midat sedom. C'est-à-dire, imaginons qu'il y avait un canal d'eau qu'on appelle Neger, Nagaré au pluriel. Il y avait un canal de chaque côté des deux champs. Le père a laissé comme héritage deux champs. Toujours, on parle du même sujet. Réhouven et Shimon, deux frères. Il n'y a pas un Bechor parmi eux. Ce sont deux frères classiques. Chacun reçoit une part. Mais il y avait... Réhouven avait déjà un champ qui était mitoyen des champs de son père. Donc Réhouven avait le 1, le champ numéro 1, et ils ont hérité de leur père les champs mitoyens numéro 2 et 3. Mais là, ce champ-là, ces deux champs-là, c'est vrai qu'ils étaient betashlachin, c'est-à-dire arrosés artificiellement. Ils ne pouvaient pas se suffire des pluies. Mais il y avait, grâce à Dieu, un canal d'un côté, un canal de l'autre, pour irriguer. Alors, dans ce cas-là, Réhouven dit à Shimon, s'il te plaît, tu vois mon champ, il est à côté du champ numéro 1. Ne m'oblige pas à aller
Ne me donne pas comme héritage le numéro 3. Moi, je veux le 2, parce que le champ 1 se trouve à proximité du champ 2. Quand je vais faire les travaux agricoles, je pourrais faire ça d'un coup, d'un trait. Ça m'arrange. Et l'autre lui dit non. Shmata, exprès, je veux te donner le 3. On fait le goral. Alors là, quel est le din? Le din qui ne peut pas l'obliger à faire goral. Il est au contraire obligé de lui concéder le champ numéro 2 qui est à côté du numéro 1. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais peut-être que celui-là il est meilleur. En quoi il est meilleur? Par rapport au canal d'irrigation, bien là il y a un canal, là il y a un canal. Très nagaré. Qu'est-ce que tu veux? Donc, imaginez-vous Rabotaï, vous avez un très grand champ avec un canal à droite et un canal à gauche. Vous savez comment il est fait, ce canal? C'est des tranchées. On peut imaginer, par exemple, il y avait une source d'eau, un fleuve, il y avait une source, un ruisseau, qui, en coulant, remplissait les 2 canaux d'irrigation. Ou bien même carrément, il pouvait continuer ce canal. En tout cas, il y avait moyen d'arroser le champ de part et d'autre grâce au canal qu'il y avait de part et d'autre. Et maintenant, la Guémara nous présente un cas similaire, un deuxième cas d'héritage. Voilà, je vous montre le schéma. Imaginons Réhouven et Shimon, 2 frères classiques. Il n'y a pas de Bechor parmi eux, 2 frères classiques. Ont hérité de leur père 2 champs. Et il y avait à proximité de chaque champ un canal d'irrigation. Donc il y avait une source d'eau qui alimentait les 2 canaux. Chaque canal était à proximité d'un champ. Et maintenant le père est décédé. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le décès du père? L'un des frères avait déjà acheté un champ. Alors on va dire comme ça. Regardez s'il vous plaît ce cas. Ça c'est le cas en question. Vous avez Réhouven, l'un des 2 frères, qui avait déjà acheté le champ numéro 1. Maintenant, le père avait des champs à proximité, le champ 2 et le champ 3. Lorsque le père est décédé, il a laissé donc le 2 et 3 comme héritage. Qu'est-ce qu'il y avait à droite et à gauche de ces 2 champs? Il y avait un canal d'irrigation. Maintenant, Réhouven demande à Shimon, il lui dit, écoute, moi j'ai ici un champ, numéro 1. S'il te plaît, laisse-moi l'héritage, le champ numéro 2, à proximité, comme ça, quand je travaille, je fais d'un trait tous les travaux agricoles. Shimon lui dit, non, on fait le goral. Alors, dans ce cas-là, même Rabbi Yosef est d'accord pour dire que quoi? Que dans ce cas-là, Il peut refuser de lui donner. Le goral. C'est ça la question. Est-ce que Rabbi Yosef, là, il sera d'accord? Avant cela, on avait dit, dans le cas similaire, où il n'y avait pas de canaux, la même chose, c'était un cas similaire. Qu'est-ce qu'on avait dit? D'après la première opinion, on avait dit que oui, on peut l'obliger. Pourquoi Rabba avait dit qu'on peut imposer à Shimon d'accorder le champ 2 à Réhouven? Parce que 1 et 2, ça ne te dérange pas que lui, il est le 1 à côté du 2? En quoi ça te gêne? Alors, ça s'appelle Midat Sedom. Si tu refuses, c'est que c'est un comportement de Sodome et Gomorre. Alors, on t'impose d'accepter de donner le 2 à Réhouven. On ne fait pas de Goral. Rabbi Yosef, il dit pas du tout, on fait le Goral. Car il se peut que le champ numéro 2 il va s'avérer plus tard plus fertile que le champ numéro 3. Car on parle d'un Sadé à Baal, il se peut, alors on fait le Goral. Alors maintenant la question se pose, qu'en est-il si on a un cas similaire, mais on a 2 nagarés, on a 2 canaux? Alors là, est-ce que Rabbi Yosef sera d'accord que dans ce cas-là,
c'est Midat Sedom. Si Shimon refuse de donner le champ 2 à Réhouven, qui a déjà le champ 1 à proximité, c'est un comportement de Sedom. Alors, on aurait pu croire qu'en effet c'est comme ça. On aurait pu croire que même Rabbi Yosef serait d'accord de donner le 2 au 1. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de différence entre le 2 et le 3. Les deux, ils ont un canal d'irrigation. Alors, il ne peut pas y avoir un champ qui va s'avérer plus fertile que l'autre, car les deux, ils ne sont pas fertiles, les deux ont besoin d'eau, et les deux ont un canal pour les arroser. Alors, tout va bien. Alors, tu n'as aucune raison de refuser. Si tu n'as aucune raison de refuser, c'est juste de la méchanceté. Si tu refuses Mr. Shimon à Réhouven de prendre le champ 2 qui est à côté du 1, c'est juste de la méchanceté. La Torah ne supporte pas la méchanceté. C'est la même chose, il n'y a pas de canal. Regarde 2 secondes, juste on explique. Alors, c'est la raison pour laquelle on dirait que Rabbi Yosef serait d'accord. Et pourtant, la Gemara va dire Rabbi Yosef n'est pas d'accord. Pourquoi? Matkifla Rabbi Yosef, Zimnin de Hay Midvil, ve Hay Lo Midvil. La Gemara dit, parfois, l'un des deux canaux peut sécher. Et par conséquent, un champ sera moins irrigué que l'autre. Et donc, il va s'avérer être moins fertile que l'autre. Alors, il n'y a pas de raison. Et on va faire le Goral. C'est le Goral qui va décider qui prendra le champ. Et si le Goral t'accorde le 2, inémator. Si avec le Goral, tu as le 3, tu auras le 3. Pourquoi? Car il se peut qu'il y en ait un des deux canaux qui dessèche. Et comment ils vont dessécher? Mais pourtant, on a dit qu'il y avait une source qui alimentait le canal. La réponse, c'est que la source d'eau, parfois elle jaillit fort et parfois elle est très faible, très faible. Alors ça coule un peu, mais pas suffisamment pour remplir tous les canaux. Ça remplit le canal qui est à proximité, mais après quand ça descend, non, ça n'arrive pas avec un torrent d'eau suffisamment fort pour remplir le deuxième canal. Voilà la raison pour laquelle Rabbi Yosef prétend que ce n'est pas considéré comme Midat Sedom, car il se peut qu'avec le temps, il s'avère qu'il y ait un champ qui soit plus irrigué que l'autre. Il n'y a pas de raison qu'il en pâtisse. Ce n'est pas parce que tu as le 1 que tu vas prendre le 2. Quand est-ce qu'on dit que tu as ce droit de préemption? C'est s'il n'y avait aucune différence. Mais s'il y a une raison de dire que, oui, avec le temps, il va s'avérer que tu as été favorisé par rapport à cette décision de te donner le 2 par rapport au 1, mais finalement il s'avère que le 2 est meilleur que le 3, il n'y a pas de raison que Shimon en pâtisse. Donc encore une fois, mahloket. Selon Rashi, il en ressort que si c'était 3 champs qui tous les 3 étaient alimentés avec de l'arrosage artificiel, il n'y avait pas de canaux à proximité. Et aussi, l'eau de pluie ne suffisait pas. Alors dans ce cas-là, vous avez raison. Là, il n'y a aucune différence entre un champ et l'autre. Eh bien, c'est vrai que même Rabbi Yosef serait d'accord que dans ce cas-là, on peut lui imposer. Donc si par exemple, je vous pose la question, dans quel cas même Rabbi Yosef est d'accord qu'on peut imposer, Réhouven peut imposer à Shimon ce droit de préemption de prendre le champ 2 par rapport au champ 1 qu'il possède déjà, c'est lorsque, Chazak ou Baruch, ce sont des champs qui sont arrosés artificiellement et il n'y a pas de canal à côté. Très bien. Mais dans le cas où les deux, où ces champs s'autosuffisent, l'eau de pluie suffit, ou bien ils sont irrigués par les canaux qui sont à proximité, dans ce cas-là, c'est là où il y a la mahloket. Et dans les deux cas, la Gemara dit, il cheta que Rabbi Yosef. La halakha est comme Rabbi Yosef. Maintenant,
qu'on n'oblige pas. On fait le goral. Maintenant, les amis, regardez le troisième cas de figure. Cette fois-ci, le canal, il est au milieu des deux champs. Regardez. 1, 2, 3. Où se trouve le canal? Il est au milieu. On a un champ à droite, un champ à gauche. Le père, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Le 2 et le 3. Réhouven, qu'est-ce qu'il avait déjà auparavant? Le 1. Qu'est-ce qu'il demande, Réhouven? Il demande le 2. Lisons. Tarte arata ahad nigera. C'est-à-dire, on avait deux champs, mais qui étaient à proximité d'un seul canal. Le canal, il était au milieu des deux champs. Et lui, Réhouven, a déjà un champ. Est-ce qu'il peut imposer à son frère de lui accorder le champ numéro 2 à proximité du champ numéro 1? Amar Rav Yosef, ke gonze, kofin al midat sedom. Là, Rav Yosef, qui jusqu'à présent disait on ne peut pas lui imposer, cette fois-ci il dit oui, on peut lui imposer. Car il n'y a aucune raison de refuser. C'est exactement le même canal qui alimente les deux. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais peut-être qu'un jour le canal va se dessécher parce que la source, elle va baisser. Eh bien, dans ce cas-là, ce sera exactement le même désavantage pour l'un comme pour l'autre. Donc, il n'y a pas plus de faveur pour l'un que pour l'autre. Alors, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de refuser. Shimon est obligé de concéder à Réhouven son desiderata, à savoir de lui accorder le champ numéro 2 à proximité du numéro 1. Rav Yosef, c'est lui qui intervient. Et il pose une question. Il adresse une objection à son Rav. Abaye était l'élève de Rav Yosef. Matkif la Abaye, Matsi Amar, Baina de Apish, Arissé. Écoutez les amis, j'ai mal dessiné, dans ce cas j'ai mal dessiné le champ numéro 1. Regardez où est-ce qu'il était. Vous voyez? 1, 2, 3. Réhouven, il avait le champ 1 et il demande le champ numéro 2. Alors là, Shimon pourrait lui dire à Réhouven, écoute, je ne veux pas te donner le champ numéro 2. Je veux faire le goral. Comme ça, peut-être, moi, j'aurai la chance d'être dans le 2. Alors, l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu vas gagner? Juste, tu m'embêtes, parce que je vais devoir avoir des ouvriers à droite, des ouvriers à gauche. Il lui a dit, c'est exactement ce que je veux. Je voudrais que tu aies des ouvriers à droite et des ouvriers à gauche, comme ça va protéger et surveiller mon champ qui est au milieu. Si moi j'ai le champ numéro 2, et que toi, Réhouven, moi, Shimon, j'ai le 2. Toi, Réhouven, tu as le 1 et le 3. C'est super. Il va y avoir de la main-d'œuvre ici, de la main-d'œuvre ici. Il y aura toujours du mouvement à droite et à gauche. Et moi, au milieu, je suis sécurisé. Il n'y aura pas de vandalisme. Il n'y aura pas d'intrusion, d'intrus indésirables. Car grâce à toi, il y a du mouvement à droite et à gauche de mon champ. Pas du tout. Il passe son intérêt. Eh bien, quand est-ce qu'on a dit Midat Sedom? C'est qu'il n'a aucun intérêt à refuser. Mais quelqu'un qui a un intérêt à refuser, ça ne s'appelle pas Midat Sedom. Si tu as un intérêt, ton intérêt il passe avant celui de l'autre. Quand est-ce qu'on dit que ça s'appelle Midat Sedom? C'est quand tu n'as aucun intérêt à refuser. Alors là, on t'impose. Pourquoi tu refuses? Juste parce que tu ne veux pas qu'il profite? Quel est ton intérêt? Stam? Ça, c'est Sedom. Mais quand il a un intérêt, quand il refuse par rapport à un intérêt, ça ne s'appelle pas Midat Sedom, et là il lui dit j'ai un intérêt. Alors la Gemara dit, Abaye n'a pas raison. Veilcheta kerav Yosef, apouché harissé, lav miltahi. Ça, ce n'est pas un argument valable. Ça, ce n'est pas un argument valable. Tu ne peux pas lui dire, écoute, moi j'ai envie que tu dépenses plus pour moi. C'est bien, tu vas avoir des ouvriers à droite, des ouvriers à gauche. Comme ça, moi, je vais gagner de ta dépense, de tes frais à toi. Ça, c'est pas un argument.
Quand est-ce qu'on dit que, en effet, il peut dire, mais peut-être qu'avec le temps, il va s'avérer que ce champ-là que tu as reçu, il est fertile et le sien, il est devenu stérile. Alors là, c'est une ta'ana, parce que l'héritage lui-même s'avère être avantageux pour l'un et désavantageux pour l'autre, défavorable pour l'autre. Tandis que lorsqu'il ne s'agit pas du produit lui-même, c'est maintenant qu'il veut lui provoquer des frais supplémentaires pour justement profiter. Donc là, il profite au détriment de l'autre. Ça, c'est pas une ta'ana. Donc la halakha, elle est pour la troisième fois, comme Rav Yosef. Et encore un quatrième cas. Hadgisa nagara ve hadgisa nahara. Rabotai, imaginez-vous. Vous avez le dessin. Regardez. Pas besoin de se prendre la tête. Regardez sur le côté droit. Au milieu du Rashi, vous avez un carré. Vous voyez le carré? Il y a écrit Mizrah en haut. Il y a écrit Tzafon à gauche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Vous avez en haut, qu'est-ce qui est écrit en haut? Mizrah. Qu'est-ce qui est écrit à gauche? Tzafon. Qu'est-ce qui est écrit juste en dessous de Mizrah dans Rashi? Nahar. C'est quoi Nahar? Un fleuve, bravo. Et qu'est-ce qu'il y a juste à droite de Tzafon? Nagara. C'est quoi Nagara? Un canal, bravo. Donc il y a un fleuve d'un côté et un Neger de l'autre côté. À l'est, au Mizrah, il y a un fleuve et au nord, on a un canal. Quelle est la différence entre un canal et un fleuve? Un fleuve n'est pas censé dessécher. N'est pas censé sécher. Par contre, le nagar, le canal, oui. Parce que si il y a une baisse de niveau de l'eau du fleuve, eh bien le nagar, il ne sera pas plein. Écoutez les amis, dans un cas pareil, voilà que le père, qu'est-ce qu'il a? Il a laissé ce champ-là. Il a laissé un très grand champ. Un champ qui avait un fleuve d'un côté et qui avait un nagar de l'autre côté. Un néguer de l'autre côté. Maintenant, Réhouven et Shimon, ils doivent se partager. Comment ils vont partager? Comment ils vont partager? Là, ici, on ne parle pas d'un cas de Réhouven qui avait le champ numéro 1 à côté du champ numéro 2. On ne parle pas de ce cas. Ici, Réhouven et Shimon, ils n'avaient pas de champ à proximité de leur père. Juste, ils viennent partager l'héritage du père. Comment ils vont se partager ce champ? Allez-y, les amis. Définissez un partage. Allez, proposez-moi, les amis. Comment vous voyez le partage? Du côté Mizrah, il partage comme ça, du côté Mizrah, il partage en deux. Eh bien, il y en a un qui va être favorisé et l'autre défavorisé. Parce qu'il y en a un qui va avoir d'un côté le Nahar et de l'autre côté le Nagar. C'est le paradis. Et l'autre, il va se retrouver avec une petite partie du Nahar, mais tout le reste du champ déshydraté. Alors, qui propose un partage? Dans l'horizontale, ça fait en diagonale. Hein? En diagonale? Alors, essayez la diagonale. Il y en a un qui va avoir le Nahar et l'autre, il va avoir le Nagar. Non, dans l'autre sens. Dans quel sens? Allez-y. Ah oui, Darom, Si vous avez le Nahar en haut, sud-est, Si vous mettez en diagonale, forcément, il y a un favorisé et un défavorisé. il y a deux frères, on est d'accord. coupe en deux. Il n'y a que deux frères. Et il n'y a que Réhouven et Shimon, et non, Réhouven n'avait pas acheté de champ comme dans les cas précédents. On va dire qu'il y a quatre côtés, on est d'accord, oui ou non? Évidemment, il y a toujours quatre côtés. C'est quatre côtés, tu partages les quatre côtés en deux, ça fait 8. Montrez-moi. En fait, il est comme ça, d'accord? Ouais.
Donc là, vous faites comme ça, Ouais. comme ça et comme ça. Pourquoi? Comme ça, il y a deux là-haut, deux en bas, deux de ce côté, de ce côté, ça fait, on partage en 8, 4 et 4. Et pourquoi? Comme ça, il y a au moins tout le monde. Comme ça, il profite d'une arabe et d'une de chaque chose. L'autre, il profite. Excellent. C'est le dessin que vous voyez. Le dessin que vous voyez, il est partagé en 8. Le champ est partagé en 8. De cette manière, il n'y aura pas de déséquilibre. Il n'y en aura pas un qui est favorisé au détriment de l'autre. Chacun aura une part à proximité du fleuve, une part à proximité du nagar et une part qui est éloignée. Regardez, dites-moi, qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce que vous voyez comme lettres au milieu de tous ces triangles? Il n'y a pas des lettres? Si, Resh, Shin, Shin. C'est quoi ces lettres? Nagar Je parle au milieu des triangles. C'est quoi les lettres que vous voyez? Lisez-moi les lettres. Bravo! Resh, c'est Réhouven. Shin, c'est Shimon. Ce sont les deux frères qui se partagent. Alors vous voyez, chacun reçoit un triangle. Réhouven, Shimon, Réhouven, Shimon, Réhouven, Shimon. De cette manière, ils vont avoir chacun 4 parts sur les 8 parts. Mais les parts, elles sont équivalentes. C'est-à-dire, celui qui est éloigné, eh bien, les parts éloignées, les deux auront des parts éloignées. Les parts proches de l'eau auront à proximité de l'eau, à proximité du fleuve, à proximité du canal, éloigné du fleuve, éloigné du canal. Mais tout le monde aura une part égale. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle cette répartition en 8 triangles? Comment ça s'appelle? Carnazol ou carnésil. C'est quoi carnézol ou carnésil? C'est en araméen, que veut dire zil? Par. Par de là. Zil. Alors carna, c'est des angles. Vas-y dans les angles. Vas-y dans les angles. Carnésil, carnézol. Voilà donc la répartition. Alors on a eu ici des cas de figure de partage d'héritage. On a eu 4 cas. Dans les 3 premiers cas, il s'agissait de Réhouven qui avait déjà un champ à proximité des biens de son père. Seulement il y avait 3 cas de figure. Un cas de Beth Baal, un cas de Beth Shlachin avec un néguer de part et d'autre, ou bien un néguer au milieu. Et ensuite le 4e cas, il ne s'agit pas d'un cas où Réhouven avait un champ déjà, simplement ils ont hérité de leur père un champ qui était encadré, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté Nahar, de l'autre côté Néguer, et comment le partager de manière à ce que chacun reçoive 4 triangles. En fait, on veut arriver à l'équilibre, que ce soit juste et équilibré. Et maintenant, on a terminé le sujet. La Gemara va passer à l'analyse d'une autre partie de la Mishnah. Est-ce que vous vous en souvenez? On avait dit que si jamais ils ont hérité de leur père un traklin, d'accord? 2 associés qui avaient une maison, ou un pigeonnier, ou un puits, ainsi de suite, tout ce qu'on avait vu. Dans quel cas on peut imposer l'un à l'autre le partage? Eh bien, c'est seulement si après avoir construit la cloison au milieu, ou avoir réparti en 2, chacun, il lui reste quelque chose qui porte le nom d'autrefois, le nom antérieur. Par exemple, si on a coupé le traklin, le palace en 2, chacun a un petit palace, un petit pavillon, tout va bien. Mais si en le divisant, ça ne s'appelle plus traklin pour l'un, traklin pour l'autre, eh bien on ne peut pas imposer le partage. Vous vous rappelez, on avait dit la même chose pour le hatzer. Combien il faut de surface au minimum pour qu'un hatzer s'appelle hatzer? On avait dit 4 amotes, à part les 4 amotes qu'il y a devant l'entrée. Ce qui fait 8 amotes pour l'un et 8 amotes pour l'autre.
Ça veut dire que la surface minimale d'un hatser, elle doit être au minimum de combien? 16 coudées. Pour qu'il y ait au moins 8 coudées pour l'un et 8 coudées pour l'autre. Après partage. Et dites-moi, si la surface elle est inférieure à cela, est-ce qu'on peut imposer le partage? Non. Pourquoi non? Car si on le partage en deux, ni l'un ni l'autre n'aura un hatser. Car moins que cela, ça ne s'appelle même pas hatser. Donc on a compris le principe. Tout objet, toute chose n'est divisible, n'est partageable que dans la mesure où après division, après partage, chaque partie porte le nom de jadis, le nom d'autrefois, le nom antérieur. Ça s'appelle Hatzer encore, ça s'appelle Traklin, ça s'appelle Shovar, ça s'appelle Moran. On avait vu tout ça dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara dit ok. Tu me dis que si ce n'est pas possible de garder le nom dans les deux parties, alors on ne peut pas imposer le partage de couper en deux. C'est-à-dire que quoi, il est obligé de rester associé avec lui pour la vie. Mais il lui dit, c'est pas un mariage, je veux absolument me séparer de toi, je veux plus vivre avec toi en association. C'est insupportable. Ça m'insupporte d'être associé à toi. Non, ça va. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Ou il n'y a pas de solution? Alors on va voir tout de suite qu'il y a une mahloket. Il y en a un qui dit qu'il n'y a pas de solution. Puisque si vous divisez en deux, il n'y aura pas assez pour l'un et pour l'autre, alors c'est indivisible. Vous resterez associés pour la vie. Tant pis pour toi. Mais on va voir tout de suite que selon une opinion, il peut lui dire God ou est God. Ou bien toi, tu God, ou bien c'est moi qui God. It's very good. Mais sinon, si ce n'est pas toi, c'est moi. Si ce n'est pas moi, c'est toi. C'est quoi? Écoutez bien. God ou est God, c'est une mahloket, à savoir quelle est la traduction. Rashi dit God, c'est-à-dire fixer un tarif, fixer un montant. Et Rabbi Akiva Eiger cite Tosfot sur la base du Targum Onkelos, le mot God, ça veut dire tirer. Ou tu tires ou je tire. Ou d'après Rashi, ou tu fixes ou je fixe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez bien. Imaginons un traklin, un palace. On a dit, si après l'avoir divisé en deux, chacun a un traklin, alors oui, on peut imposer le partage. Mais si ça ne va pas s'appeler traklin, par la suite, on ne peut pas imposer le partage. Rabotaï, mais on peut, d'après une opinion, on peut imposer l'achat ou vente. Il lui dit, ou j'achète, ou tu achètes. Ou je te vends, ou tu me vends. Mais rester associé avec toi, plus jamais. God, oi God. Regardez. En baim kedelaze mahu. La Gemara demande, s'il n'y a pas assez pour l'un et pour l'autre, alors quel est le din? Rabbi Yehuda Amar, it dinad de God o God. Rav Nachman Amar, let dina de God o God. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda dit, ben c'est très simple, celui qui veut absolument se séparer, il peut dire à l'autre, écoute, ou bien tu me laisses acheter ta part, ou bien toi tu achètes ma part. Mais on se sépare. Rav Nachman dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas imposer l'achat ou vente. Ils resteront associés ad vitam aeternam. Amar les Rava les Rav Nachman. Les didach de Amart. Let dina de good o good. Rava, l'élève de Rav Nachman, pose la question à son maître. Il lui dit, d'après vous, Rabbi, vous qui dites qu'on ne peut pas imposer l'achat ou vente, ils sont obligés de rester ici à jamais. J'ai une question à vous poser.
Amarle, Bechor ou Pashut Sheiniach Lahem Avihem, Eved ou Behemat Mea, Ketzad Osim. C'est-à-dire, si quelqu'un a laissé à ses enfants comme héritage, il y avait un frère qui était Bechor et l'autre, il était le cadet Pashut. Maintenant, ils ont reçu comme héritage un Evet Kenaani et un âne, un Hamor. Dites-moi, s'ils ont reçu un bœuf, on peut faire la shchita. Il lui dit, écoute, moi je veux partager le bœuf en deux. Comment on fait pour partager le bœuf en deux? On fait la shchita du bœuf et chacun il prend la moitié de tous les membres, n'est-ce pas? Mais si c'était un âne, un hamor, on ne peut pas faire la shchita pour le manger. Si c'était un chameau, on ne peut pas faire la shchita pour le manger. Alors comment ils font pour le partager? Ils ne peuvent pas partager. Donc, obligé de God ou good. Ou tu achètes ou j'achète. Ou tu achètes ma part ou j'achète ta part. À Marley, pas du tout. Chez Ani Omer, Oved Lazé Yom Echad Velazé Shnei Yamim. Après que Rav Nachman ait dit que Bechor et Pashut, qui ont hérité de leur père, un Eved Kenaani ou une Behemat Mea, alors ils vont travailler de cette manière avec le Eved Kenaani et le Hamor. Le Bechor va faire travailler 2 jours et le Pashut va faire travailler le Eved et le Hamor 1 jour. C'est comme ça qu'il y aura une répartition au niveau timing, puisqu'il ne veut pas rester associé. 2 jours, 1 jour, 2 jours, 1 jour. Mais maintenant, il lui pose la question suivante. Il lui dit, excusez-moi, Métive, la Gemara maintenant, elle va adresser une kushia à Rav Yehuda. Jusqu'ici, on a posé une question à Rav Nachman. Maintenant, la Gemara va poser une question à Rav Yehuda. Quelle question? Métive, Mi shechetzio eved vechetzio ben chorim. עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. Il y a une mahloket dans Masechet Gittin entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos d'un Eved Kenaani qui avait 2 propriétaires dont l'un des 2 l'a libéré. Quel est le din lorsque un Eved Kenaani est à moitié libre? Vous savez qu'un Eved Kenaani, s'il a été totalement libéré, totalement affranchi, dans ce cas-là, il devient juif à part entière. Un Eved Kenaani n'était pas encore juif, mais lorsqu'il est libéré, il deviendra juif. Mais quel est le din s'il avait 2 propriétaires, Réhouven et Shimon? Réhouven a libéré les 50% qui lui appartenaient. Désormais, ce Eved Kenaani, qu'est-ce qu'il est? Il est mi-Eved, mi-juif. Alors, Hetzio Eved ve Hetzio ben Horin, comment il va se comporter? Mais ils disent, très simple, un jour, il travaille pour son maître, un jour, il est libre. Il travaille pour lui-même. Ça s'appelle Oved et Atzmo Yom Echad. Il travaille pour lui-même un jour. Et un jour, il travaille pour son maître. Ça, c'est ce que disait Beth Hillel au début. Mais à un moment donné, Beth Shammai Omrim, Tikantem et Rabbo, et Atzmo lo tikantem. Vous avez arrangé le maître, mais vous n'avez pas arrangé le Eved. Car le Eved, il ne peut pas se marier. Avec qui il va se marier? L'Issa Shifha eno yachol, l'Issa bat Horin eno yachol. Il ne peut épouser ni une juive, ni une Shifha. Pourquoi il ne peut pas épouser une juive? Parce qu'il est à moitié Eved, Kenaani. Pourquoi il ne peut pas épouser une Shifha? Car il est à moitié juif. Donc la partie juive qui est en lui,
est en interdiction d'épouser une shifra. La partie Eved qui est en lui est en interdiction d'épouser une juive. Une juive ne peut pas épouser un demi-Eved. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ibatel, tu vas dire alors qu'il se marie avec personne? Pas possible. Ve'alol onivra olam et là les Piria Verivia. Le monde a été créé pour la procréation. Chez Nehemar Lotohu Bera'a, la Shevet Yetzara. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il reste vide, qu'il soit tohu bohu, mais pour qu'il soit installé. Ça veut dire quoi installé? L'humanité. Et là, mipne tikuna olam, kofin et rabo be'ose oto ben chorim. C'est par rapport au tikuna olam, c'est-à-dire pour qu'il puisse y avoir la pérennité du genre humain, on va imposer à son maître de libérer sa part. Il est déjà libéré à moitié, maintenant il sera affranchi totalement. Ve'osim oto ben chorim. Mais kotvin shtar al hatzi damav. Et lui, celui qui était demi-Eved, il va devoir se racheter, c'est-à-dire payer au Adon le prix de ce qu'il vaut. Payer au Adon la moitié des 50% qui appartenait à son maître, il va devoir lui payer. C'est-à-dire que toute la vie, il va venir lui rembourser son propre prix, puisqu'il s'est racheté. Bet Hillel ont reconnu que Bet Shammai ont raison, et donc ils ont dit vous avez raison. Alors qu'est-ce que nous voyons d'ici? La Gemara, elle aboutit à une kushia. Quelle kushia? Comment tu peux dire que good or good? Si c'était vrai qu'il y a une notion de good or good, alors c'est pas que mipne tikuna olam. La Mishnah n'aurait pas dû dire que juste pour qu'il puisse se marier, alors on impose au maître de le libérer. C'est-à-dire de le vendre au Eved. De vendre les 50% du Eved au Eved. Il lui paye. Et comment il lui paye? Il s'engage à lui payer toute la vie, de manière échelonnée, le prix de son rachat, de son pidyon, puisqu'il s'est racheté. Comment il s'est racheté? C'est que son Adon l'a affranchi, l'a libéré, et lui, le Eved Kenaani, c'est comme s'il s'est racheté lui-même. Et il devra payer le prix de son rachat. Toute la vie, il va lui payer à chaque fois. Il lui paye, jusqu'à ce qu'il épuise la dette. Mais ça veut dire que toute l'histoire du rachat du Eved Kenaani, c'est que pour lui permettre de se marier. Ça veut dire que c'est toute l'histoire du mariage. C'est que pour le mariage. Sous-entendu que s'il n'y avait pas un problème de mariage, lui, le Eved Kenaani, n'aurait pas pu imposer à son maître de lui racheter. Et pourtant, on est vraiment dans les circonstances de good or good. Ou tu me rachètes, ou je te rachète. C'est-à-dire que ici, il est un pied dehors, un pied dedans. Donc là aussi, il aurait dû lui dire, écoute, tu ne peux pas me racheter, mais moi, je veux me racheter. Et donc, je te paye mes 50%. Pourquoi est-ce que toute la raison pour laquelle Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai, c'est parce que Bet Shammai ont donné un argument de mariage. Sous-entendu, s'il n'y avait pas l'argument du mariage, eh bien, on n'aurait pas pu imposer au maître de libérer l'esclave. C'est-à-dire, l'esclave n'aurait pas pu imposer au maître de lui racheter sa moitié. Pourquoi pas? Il aurait dû lui dire good or good. La réponse, il lui dit Shaneacha, de igud ika, good leka. Il a dit, moi je dis good or good. C'est seulement si ça va dans les deux sens. Mais là, la réciproque, elle n'est pas vraie. Le Eved Kenaani dit au Adon, je veux racheter ma moitié. Le Adon n'est pas obligé d'accepter. Quand est-ce que le Adon aurait dû être obligé d'accepter si la réciproque était vraie? Si le Adon pouvait racheter la moitié qui a été libérée. Alors, il lui dit, ou bien tu me rachètes entièrement, ou bien tu me libères totalement. Mais ça n'existe pas. Car étant donné qu'il a été libéré à moitié, donc la moitié qui est libre, il est juif.
Est-ce qu'un juif peut redevenir Eved Kenaani? Pas du tout. Est-ce qu'un converti au judaïsme peut redevenir Goy? Pas du tout. Donc là, il peut y avoir que Egod, mais il n'y a pas Good. Good, ça veut dire toi, tu me rachètes. Ou bien moi, je me rachète. Ici, il n'y a que dans un sens. Le Eved Kenaani peut dire je me rachète. Libère-moi. Mais il ne peut pas lui dire achète-moi, rachète-moi. Il ne peut pas lui dire. Moi, je me rachète. Mais que toi, tu m'achètes, tu ne peux pas lui dire. Donc voilà pourquoi il fallait la raison du mariage. Car sans la raison du mariage, on ne peut pas appliquer ici le good ou good. Parce qu'il n'y a que et good. Il n'y a pas good. Is not good.